Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'agence WAM. Je suis Elder, je serai votre modérateur aujourd'hui. Je suis accompagné de David Escholzer, qui est le dirigeant et le fondateur de l'agence WAM. Salut David. Bonjour à tous. Donc le sujet du jour, c'est l'IA qui bouleverse le search. Vous en entendez parler depuis bientôt un an. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées côté OpenAI, côté Microsoft, côté Google également. Nous, en tant qu'agence de visibilité naturelle, on est très attentif à ce que dit Google, mais aussi à ce que dit Bing via Microsoft. Donc, pendant un an, on a fait une veille assidue, pointue là-dessus. On a regardé, on a testé des choses, et on a remarqué que ça allait grandement, sans spoiler David, grandement changer notre façon de travailler et votre façon de travailler, vous les marques. Donc c'est le sujet du jour, et c'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet comme on va pouvoir le constater et le voir. Et n'hésitez pas du coup à réagir tout au long du webinaire. Là, je vois qu'on est déjà 156 inscrits, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si tout va bien, vous nous voyez bien. Dites-le en chat. Et s'il y a des questions insistantes sur à un moment précis, on s'y attardera. Il n'y a pas de problème. Sinon, ce que je ferai, c'est que j'emmagasinerai, je stockerai les questions pour la toute fin. Et on centralisera les questions à la toute fin. Et bien sûr, David prendra le soin d'y répondre. Pour anticiper la question la plus importante, oui, on partagera le support à la fin du webinaire, évidemment. On vous enverra tout avec les questions justement qui seront posées. Comme ça, s'il y en a certains qui n'ont pas malheureusement l'occasion de rester jusqu'à la fin, ou certains qui nous rejoignent en cours, ils pourront tout revoir, et vous aurez à travers Webikio également accès à tout le webinaire, tout le replay. Voilà. Donc il est 10h02, on est 174 en ligne, ça va arriver tout doucement. David, je te propose que tu te présentes à notre audience du jour. Eh bien, c'est parfait. Et puis on commence doucement. Et on attaque directement. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci Elder pour cette introduction. Je suis David Escholzer, je suis le dirigeant et le fondateur de l'agence WAM que j'ai créée en 2008. Donc, notre métier, c'est la visibilité organique. Ça ne vous aura pas échappé. Que je pratique depuis 20 ans et qu'on pratique avec WAM depuis 15 ans. On a une approche assez singulière du SEO, je dirais, puisque l'idée, c'est plutôt une approche étendue du SEO, c'est-à-dire qu'elle fait appel à une équipe pluridisciplinaire, SEO, bien sûr, éditorial, relations presse, data, UX, IT, IA. Et l'idée, c'est de faire collaborer justement toutes ces expertises, de les mettre autour de la table. À l'intérieur de cette table, on mettra la problématique de nos clients, et l'idée, c'est de réfléchir ensemble aux meilleurs moyens de rendre les marques visibles, et on pense justement que ça apporte un meilleur résultat. Et ça me fait une parfaite transition pour arriver sur notre sujet du jour. L'IA, comment est-ce qu'elle bouleverse le search ? Justement, on va voir que c'est plus uniquement l'apanage des SEO, mais qu'il y a bien un travail collaboratif qui est nécessaire. L'idée, c'est de voir ensemble, finalement, comment les marques doivent s'adapter. Je vous propose d'enchaîner directement dans notre sujet. Allons-y, c'est parti. Et en réalité, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir avec vous comment l'IA générative, dans ce paysage du search, va le bouleverser en profondeur tout cet écosystème. D'abord, la façon dont l'utilisateur accède à l'information, et ensuite, la façon dont la marque va devoir travailler pour être visible. Et on va partager ensemble les premières pistes de travail. Alors, pour illustrer la première partie, c'est-à-dire la façon dont l'utilisateur accédera à l'information, eh bien, moi, je vous propose justement de passer par un exemple. Nous sommes en 2025, nous sommes en novembre, il commence à faire froid, j'ai une maison, j'habite à la campagne, je dois me chauffer au fioul, je dois faire je vais faire une demande pour chercher du fioul et pour passer commande.
Aujourd'hui, je le fais sur Google à travers un moteur de recherche. Et demain, ça va être un travail beaucoup plus intelligent, intuitif, je crois conversationnel. Et je vous montre globalement à quoi ça va ressembler. Alors c'est parti, en principe, vous devez voir voilà, le déroulé. On est à simuler un Bard en 2025. Donc là, je cherche à commander du fuel. Et puis, l'assistant personnel me dit bien sûr, je peux vous aider. J'aimerais connaître, moi, les prix. On me dit, est-ce que tu veux que je te localise, puisque le prix du fuel dépend aussi de ma localisation. OK. Et on me localise. On me localise, on me donne différents acteurs. Et moi, je dis, OK, merci pour tous ces acteurs. Est-ce que je peux avoir le plus fiable d'entre eux? Et on m'a donné Fuel Market, le plus fiable d'entre eux, d'après Bard, en me proposant, en me donnant directement des avis, mais également en me donnant d'autres éléments de rassurance, comme la possibilité de payer en plusieurs fois, et puis la possibilité de choisir mon créneau de livraison. Et d'ailleurs, on me dit, est-ce que vous souhaitez voir les prix de cet acteur-là? Est-ce que vous êtes convaincu? OK, très bien. Et on me donne pour ma localisation les prix du fuel. On me les donne pour la semaine, la tendance, chaque jour de la semaine. Et puis on me dit même, si tu veux, regarde les actualités via la vidéo, si tu veux aller voir un peu plus loin. Donc là, on voit que c'est une alimentation de la discussion qui est faite avec différents actifs et qu'il n'y a plus simplement que du texte. Et là, on me dit, est-ce que vous avez besoin, voilà, de combien vous avez besoin de volume? Je dis, j'ai besoin de 1000 litres pour passer tout l'hiver. Et on me donne le prix pour cet acteur. Voilà. Et derrière, on me dit, est-ce que vous voulez maintenant plus d'informations? Est-ce que vous voulez être mis en relation pour passer commande? Et c'est là où s'opère quelque chose de nouveau. C'est que le copilote va se mettre en relation avec l'application du client, ici fuelmarket.fr, via GenApp Builder de Google, et continuer à alimenter la conversation, mais directement en allant chercher les informations dans l'espace client de Fuel Market. Et là, on me propose des prix, on me propose des jours de livraison et je peux choisir mon créneau. Je choisis celui qui m'intéresse. Évidemment, le jour qui correspond à mon créneau de livraison a une influence sur le prix, puisque chaque jour, le prix évolue du fuel. Voilà, j'ai choisi ma journée, on me dit OK, on va vérifier la disponibilité. On a choisi la disponibilité et on me dit c'est OK, est-ce que je peux prendre vos coordonnées? Donc, il a mes coordonnées, voilà, et la commande est finalisée. Et c'est ça qui nous attend demain. C'est quelque chose d'assez vertigineux qui va aller très vite. Ici, pour les besoins de la simulation, on l'a un peu abrégé en 3 minutes, mais vous avez compris qu'on passe par un assistant, une conversation, directement pour rentrer dans le vif du sujet. Et demain, comme l'ont prédit certains, dont un certain Bill Gates chez Microsoft, il est tout à fait possible qu'on passe directement par ces copilotes et non plus par un site ou par un moteur de recherche pour finalement engager la conversation avec la marque qui détient la réponse à notre problématique. Alors, on va continuer notre chemin. Hop. En réalité, il y a aujourd'hui, si on fait l'état de l'art en 2023, revenons en novembre 2023, d'abord le copilote qui est intégré directement à l'environnement bureautique. C'est l'IA générative comme Google Bard, par exemple, qui va être bientôt dans Workspace. Vous avez ChatGPT qui est également dans Bing. Par exemple, Bard, disponible dans 40 pays, voilà, il intègre désormais tous les services de Google. Mais rapidement, il vous emmène, et j'ai fait un petit zoom sur une des réponses Bard, il vous emmène via l'icône Google vers la recherche. Donc aujourd'hui, il est un peu dans une période d'entre-deux. On peut démarrer quelque chose par Bard, mais c'est vrai que Google se repose encore beaucoup sur le moteur de recherche en proposant différentes requêtes associées. Voilà, d'où l'intérêt de maîtriser aussi la page de résultats de recherche dans Google, pour que lorsqu'il y a la bascule qui s'effectue, je puisse être premier. C'est le cas ici pour notre exemple de Fuel Market. Bien sûr, il y a ChatGPT. Ici, il est embarqué dans Edge directement. Il peut aussi être embarqué directement dans Bing, dans le moteur de recherche. On y reviendra. C'est l'autre moyen d'y arriver.
L'IA générative, elle est également disponible directement dans l'outil de recherche. On vient de voir qu'elle est disponible en copilote, elle est également disponible directement dans le moteur de recherche. Annoncé au Google I.O. En 2023, les réponses générées par le modèle de langage Palm 2 de Google est disponible par le biais de SGE, Search Generative Experience, et on en voit un exemple sous les yeux. Pour une question complexe, vous avez une réponse générée. C'est désormais testé en lab, sous-entendu, il faut être logué, disponible maintenant dans 120 pays, ça a été annoncé vendredi dernier, disponible dans 7 langues, pas en Europe encore, pour des raisons RGPD, mais on ose croire que c'est quelque chose qui va se gérer rapidement. Et donc l'IA construit une réponse en s'inspirant de l'ensemble des contenus qui ont nourri son modèle de langage. SGE, c'est Palm 2. Et donc cette réponse va être unique pour l'internaute. Et voilà comment elle se présente sous nos yeux, avec une réponse purement générée pour vous, au-dessus des résultats de recherche Google. Ce qui est intéressant dans cette partie SGE, c'est qu'en fait, vous avez des liens. Vous avez des liens avec un carrousel à droite, 3 à 6 liens, et puis vous avez des liens sources qui ont permis de nourrir la réponse, qui sont disponibles par les petites flèches que je vous ai indiquées ici. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard, en toute fin de présentation, sur l'intérêt de ces points. Mais ils sont extrêmement intéressants et importants, assez différenciants aussi avec ce qu'on a du côté de Bing, qui cite ses sources aussi, mais peut-être de façon un petit peu moins visible, je dirais. Voilà, et une fois que vous avez eu cette réponse, avant de passer aux résultats de recherche, on vous propose d'autres questions. Et si vous cliquez sur l'une de ces questions, vous basculez dans un mode conversationnel, voilà, et qui là permet d'affiner le questionnement. Quand on va chez Bing, moi je trouve que l'intégration est, pour le coup, bouscule vraiment ce que j'imaginais de Bing jusque-là, ou ce que je considérais de Bing jusque-là. En l'occurrence, il est vraiment monté dans mon estime, parce que si vous faites un slide vers le bas, une fois que vous avez fait votre première question, vous voyez que vous avez la réponse générée à droite, vous avez la réponse du moteur de recherche à gauche. Ça tombe bien, les deux convergent dans notre exemple, puisque Fuel Market est cité en haut à gauche, mais également à droite. Et vous voyez toutes les sources qui ont permis de répondre à quel est le prix du fuel aujourd'hui. Il y a le site exemple fuelmarket.fr pour lequel je travaille, mais il y a aussi des sources concurrentes. Ce que je trouve intéressant, c'est d'un mouvement de slide avec le pouce ou avec le pad de mon desktop, je vais directement dans une conversation qui est ici. Et je trouve que l'intégration est assez géniale. Et là, on voit finalement la réponse et on engage la conversation. D'ailleurs, on me suggère d'autres questions derrière qui émanent des conversations des internautes sur le même sujet. Donc, on vous embarque immédiatement dans une conversation. Je trouve que c'est encore mieux fait que SGE, mais c'est une considération personnelle. Bien sûr, dans leur sillage, bien décidé à profiter de la période de doute du géant Google, parce que ChatGPT, soyons clairs, a bousculé Google sur l'IA générative, d'autres prétendants se sont jetés sur le filon pour espérer obtenir un bout de gâteau publicitaire accaparé jusque-là par Google. Perplexity propose d'ailleurs une présentation très pertinente en mettant ses sources tout en haut de la réponse. Je trouve que c'est très séduisant pour le marketeur que je suis. Et pour l'instant, il est disponible qu'aux US, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Bien sûr, il y a d'autres outils, c'est absolument pas exhaustif. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'interroge ensemble sur la place de ces IA génératives, la place que prennent ces IA génératives dans le parcours de recherche. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, si on se pose la question, il y a les moteurs de recherche, il y a les copilotes, il y a les IA génératives intégrées aux moteurs de recherche. Tout ça est un peu complémentaire en réalité. Je m'appuie sur ce que disait lors de sa conférence au MozCon à Seattle, Dr. Pitt de Moz.com. Je partage totalement son point de vue qui part du postulat suivant, c'est que finalement les moteurs de recherche pour des réponses très génériques, factuelles, sont encore les meilleurs. Clairement, ils sont encore meilleurs et c'est là que ça fonctionne extrêmement bien. En revanche, pour des recherches qu'on peut appeler fluides,
des situations dans lesquelles les utilisateurs savent en quelque sorte ce qu'ils veulent, mais ont besoin d'aide pour rassembler des informations afin d'en tirer des conclusions. Et bien là, en revanche, l'IA générative, qu'elle soit embarquée dans Bing avec ChatGPT ou SGE, ou directement en copilote dans Edge ou dans Bard, bah c'est là que finalement l'IA est la meilleure. Parce qu'elle va aller finalement chercher et construire la réponse pour vous en allant piocher dans ces modèles de langage tous les indices qui sont disséminés un petit peu partout. Et c'est là où finalement l'IA générative, encore une fois, est la meilleure. Donc je vois plutôt, et je partage son point de vue, les deux, l'IA générative et le moteur de recherche, pour le moment encore, comme des fonctionnalités qui sont complémentaires en réalité. Et si ces évolutions technologiques sont en marche pour l'heure, elles ne bousculent pas la position hégémonique de Google sur le marché de l'accès à l'information. Ça, c'est important qu'on l'ait à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir adapter le rythme de nos changements. Est-ce que, en gros, je suis en train de vous dire, est-ce qu'il faut se précipiter ? Je ne suis pas certain. Bien sûr, il y a une lame de fond. Bien sûr, il y a une révolution qui est en marche. Et si on regarde finalement les parts de marché aujourd'hui, en octobre 2023 de Google, eh bien, tout mon graphique est cassé, mon graphique en air, en surface, parce que la part de marché de Google mondiale, mobile plus desktop, elle est encore de 92% quasiment au niveau du monde. Pour Bing, elle est de 3,11. En janvier, elle était de 3%. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet ChatGPT aujourd'hui sur la part de marché. Pour tous les marketeurs que nous sommes, pour certains d'entre nous, des nerds ou des early adopters en tout cas, bien sûr, on est à fond sur ChatGPT. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ça ne bouscule pas l'ordre établi. Pour l'instant, Google est hégémonique. Et il y a un indice assez intéressant aussi, c'est que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré, ça a retenu toute mon attention, lorsqu'il a été appelé à la barre du procès Google il y a 3 semaines, procès qui met à la barre Google contre les États américains, dans le cadre d'un procès antitrust, il disait moi, mon enthousiasme du mois de février, il est retombé, parce qu'en fait, ma part de marché est passée de 3 à 3,10. Donc aujourd'hui, les pratiques de Google, et je ne fais pas de politique ici, je referme la parenthèse du procès, elles me font dire que l'IA générative ne va que faire renforcer la position hégémonique de Google. En tout cas, c'est son point de vue. Ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que Google est quand même, pour le moment, vraiment installé. Et ChatGPT, il faut bien sûr surveiller, pour l'heure, ne bouscule pas l'ordre établi. C'est pour ça que je préfère, pour le moment, regarder tout ça plutôt par le prisme de Google, en n'oubliant pas que ChatGPT n'est pas loin. On va aller un petit peu plus loin ensemble. Pour moi, c'est dès à présent qu'il faut anticiper les évolutions par les tests et en se questionnant. Bien sûr, parce que c'est acté que le monde du search va bouger et même être bouleversé, comme je vous le montrais dans la simulation de conversation tout à l'heure entre Fuel Market et un utilisateur. Il y a bien un changement de paradigme, c'est évident. Pendant 20 ans, à partir d'un mot-clé, et depuis 20 ans, nous recherchons des réponses de façon plus ou moins libre à partir d'une liste de réponses, première page, deuxième page, présélectionnées par un moteur. Mais l'arrivée de l'IA générative, elle bouscule cette habitude. Parce qu'en fait, ces IA génératives créent eux-mêmes la réponse à votre demande et affinent leur réponse au fur et à mesure d'une conversation. Ce sont des assistants personnels qui construisent une réponse uniquement pour vous. En fait, SGE avec Bard, Bing avec GPT représentent la première manifestation concrète de la transformation du search, du pivot qui est en train de s'opérer dans ce search. Et d'une certaine façon, les marques, je pense, vont perdre la maîtrise de la diffusion de leur contenu. Parce que sur ces plateformes. Pourquoi ? Parce que les pages de votre site, qui, dans le contexte des moteurs de recherche, étaient uniquement liées aux URL indexées par les moteurs, dans le contexte de l'IA, ça va changer. Pour moi, finalement, les marques vont perdre la maîtrise de la diffusion de leur contenu parce que le contenu du site unique, ce sera moins en moins le produit. Le produit, ce sera l'ensemble des contenus de la marque. Bien sûr, sur votre site,
mais surtout à l'externe, c'est-à-dire les publicités, les communiqués de presse, les interviews, les études, voire les livres que vous avez publiés, tout ce qui se dit sur votre marque, tout ce que vous avez pu publier par le passé ou aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, les avis clients, mais aussi les discussions dans les forums. En fait, c'est tout ce matériau et c'est ce que j'appelle les actifs marketing de votre marque. Les IA génératives, elles apprennent en réalité de tout ce contenu à propos de votre marque, online, offline, passé, présent, comme je le disais, et plus uniquement des URL de votre site. Les larges modèles de langage qu'on appelle les LLM, c'est Palm 2 pour Bard, et bientôt son successeur Gemini, et en réalité, qui va être multimodal, sont différents de l'index Google. Donc le SEO, ça veut dire qu'il va évoluer vers l'enrichissement et l'harmonisation des actifs marketing passés et présents de la marque, ainsi que leur diffusion au sein des écosystèmes digitaux dominants. Bien sûr, il y a l'écosystème Google, mais pas que. Et je vous propose de l'illustrer. Voici une illustration. L'illustration que je vous montre ici, c'est quoi? C'est bien d'un côté, vous avez l'écosystème Google, j'ai matérialisé celui d'Apple, celui de Meta, celui d'Amazon, celui de Microsoft avec Bing, ChatGPT, LinkedIn, Microsoft 365, et puis il y a celui du retail média, des marketplaces, il y a celui des médias tout court. Et finalement, il va falloir diffuser tout ce contenu de façon synchronisée partout, ou en tout cas là où sont vos audiences. Et on reviendra sur ces éléments-là. Parallèlement, parce qu'on n'est pas encore en 2025, l'IA a déjà modifié en profondeur la physionomie des réponses classiques de Google. Par exemple, aux USA, l'organique pur est relégué au second plan. Google prémâche les premiers résultats. Et c'est vraiment ce qui se passe déjà aux USA. Voilà, c'est des captures d'écran que j'ai fait aux USA. Je vous invite à lire mon article d'ailleurs sur la différence entre les SERP, les pages de résultats de recherche Google USA versus France. C'est disponible sur notre blog. Et vous verrez que, en fait, il y a vraiment un pivot qui a été opéré. Ici, ce sont des résultats de recherche pré-contraints, pré-mâchés pour l'e-commerce. Ici, pour les résultats locaux, et vous voyez que l'organique direct est relégué au second plan. Vous avez ici les résultats news. Vous avez ici les résultats verticaux, comme le tourisme, qui a complètement changé de physionomie. Ce que je veux vous dire, c'est que dans cette période intermédiaire qui nous mène aux IA génératives, l'IA a déjà fait son incursion, s'est déjà immiscée dans les pages de résultats de recherche, et on voit un changement concret. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Et dans ce contexte, seules les marques reconnues et dignes de confiance pour le consommateur vont tirer leur épingle du jeu. Je vous donne juste quelques exemples. Si on regarde, par exemple, tout en haut, les meilleures assurances, Best Auto Insurance, les meilleures assurances auto, quand je tape ça dans Google, on me propose une réponse générée par SGE, on me dit qu'on peut converser, on me donne des résultats aussi de recherche du moteur de recherche, mais on me dit, est-ce que tu veux présélectionner une marque? On me dit à droite aussi, si je recherche les critères pour une assurance auto, là aussi, on me propose déjà des marques. Si en bas, je recherche des maillots de bain hommes à droite ou maillots de bain femmes à gauche, on me dit, est-ce que tu veux explorer par marque? Ça veut dire que Google sait déjà identifier les marques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner en tant que marketeur. Ça nous emmène au deuxième point de notre intervention, c'est-à-dire la façon dont, finalement, on va travailler en tant que marque pour se rendre visible dans ce nouveau contexte des IA génératives. David, est-ce qu'on ne lancerait pas une petite question aux personnes qui nous suivent, à notre on peut y aller. Vous avez un petit onglet en dessous du chat avec un petit mémo. Donc, si vous survolez avec votre curseur, vous verrez le mot sondage apparaître.
Donc, on va vous poser une première question qui est avez-vous engagé un travail sur l'IA chez votre marque? Donc, vous avez 1 minute pour y répondre si vous le souhaitez. Je donnerai les réponses après. Je te laisse enchaîner, David. Allez, très bien. La façon dont la marque va devoir travailler pour se rendre visible dans les réponses des IA génératives, qu'elles soient embarquées dans un copilote, qu'elles soient directement au sein du moteur de recherche, voilà comment, ou dans cette point intermédiaire, comme je le montrais à l'instant, c'est-à-dire dans les SERP classiques, mais modifiés par l'IA. Eh bien, en réalité, je vais vous parler de marques, bien sûr, d'entités nommées d'abord, et donc de Knowledge Graph, et plus exactement de Google Knowledge Graph quand on est dans l'écosystème Google, l'écosystème dominant. En fait, je vais partir d'un exemple. Lorsque vous faites une demande à Bard de Google et que vous demandez par exemple les meilleurs restaurants italiens dans une ville, à Paris par exemple, en fait, la réponse telle qu'elle est formulée par Bard ne s'appuie plus uniquement sur des mots-clés, mais aussi et surtout sur des entités nommées. En fait, Bard fait la liaison entre des entités de localisation, le quartier de la ville de Paris, le Louvre, Montmartre, le Marais, selon où je me trouve, l'entité culinaire italienne, l'entité de plat, pâtes, pizza, pardon pour la caricature, entité de marque, de restaurant, Passerini, Racine, Localino, annuaire des entités de marque, TripAdvisor, Le Fooding, Paris Bouche, The Fork, et ensuite tous les faits qu'il connaît sur les entités de restauration en termes d'avis pour présenter ces recommandations avisées que l'on voit à droite. Et en fait, Google veut que vous l'aidiez à comprendre qui vous êtes et où vous placez dans sa vaste base de connaissances, le Knowledge Graph. C'est à vous de fournir les preuves que vous êtes la référence, la marque qui fait autorité dans votre secteur. Ce n'est pas lui qui va aller vous chercher. Donc, comment on fait ça? Pour moi, là où il y a une évolution dans le SEO, c'est que l'optimisation des contenus va évoluer vers l'identification et l'optimisation des entités relatives à votre marque. Eh bien, le Knowledge Graph, c'est ce que j'ai essayé de matérialiser à droite par un graphe. En réalité, le Knowledge Graph, c'est une base de données massive, d'informations factuelles sur le monde. Voilà, tout simplement, qui contient des informations sur les personnes, les lieux, les choses, les événements, les concepts qui font que notre monde est monde, tout simplement. Et ça, c'est une base de données mathématique. Voilà, et si on matérialise avec votre marque à droite, eh bien, on matérialise on relie avec l'entité des fondateurs du groupe qui est l'organisation parente. Et puis, on relie avec la localisation. Voilà, les personnes qui y travaillent, les articles qu'ils ont produits, les événements que la marque produit, dans quelle thématique. Quels sont vos produits d'ailleurs? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez des podcasts? Dans quelle industrie évoluez-vous? Etc., etc. Tout ça est un graphique immense. Et il faut que vous trouviez une place à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si Google dispose d'un dossier détaillé sur votre entité de marque et ses relations avec d'autres entités connues dans le Knowledge Graph, eh bien alors il peut, en toute confiance, établir des correspondances importantes lors des conversations avec l'IA générative, que ce soit SGE, que ce soit Bard, ou dans la partie IA intégrée dans les résultats de SERP enrichis, tels que je vous l'ai montré tout à l'heure dans ce que j'appelais cette période intermédiaire. Voilà. Et ça va vous permettre d'obtenir une visibilité dans tout cela, jusqu'à Discover du reste. Alors comment on s'y prend? Et là, j'ai mis 5 pistes concrètes qui vous permet finalement de commencer à anticiper cette période. Pour être reconnu par Google, il faut inscrire votre marque et ses actifs dans le Knowledge Graph. La première chose à faire, c'est être présent dans Wikipédia. Pour notre exemple que je vous ai montré en introduction, Fuel Market, pourquoi Fuel Market apparaît déjà dans Bard? Pourquoi Fuel Market apparaît déjà dans GPT, sous Bing, ou dans ChatGPT tout court d'ailleurs? Pourquoi il apparaît extrêmement bien dans les résultats de recherche, même enrichis, de Google? Eh bien, tout simplement parce qu'il est dans Wikipédia, mais aussi parce qu'il y a eu un travail d'harmonisation des contenus et de la prise de parole de Fuel Market
tout simplement. Par exemple, autour de sa marque, elle est déclinée de la manière suivante: fuelmarket.fr, fuelmarket SAS et fuelmarket. Et pas une enseigne qui est écrite d'une certaine façon et l'entité administrative écrite d'une autre marque. Souvent, entre un groupe et une enseigne, il y a un nom différent. Et là, c'est le meilleur moyen de rendre les choses un peu confuses pour une IA générative. Non, fuelmarket SAS, c'est aussi fuelmarket.fr et fuelmarket. Et d'ailleurs, on voit bien que Google a parfaitement compris, parce que quand je tape la marque Fuel Market, il la reconnaît, il me dit, il me suggère des avis, des évolutions, des contacts, passer une commande, un numéro de téléphone, aller directement sur une commande en ligne, et tout ça en l'associant à la marque. Et puis, regardez, il nous montre un Wikipédia, il associe les profils de la marque, et en plus, dans les bubbles qui sont matérialisés en rouge en bas dans mon slide, quand je tape Fuel Market dans Google, ces bubbles, ce sont des filtres dynamiques qui sont travaillés par l'intelligence artificielle. Et finalement, il a repéré que c'était une marque puisqu'il propose un contact, un numéro de téléphone, un code promo, mon compte. Voilà, le tour est joué. On a compris là qu'on était dans le knowledge graph puisqu'il nous a reconnus en tant que marque. Le point clé, c'est Wikipédia, mais pas que. On continue d'avancer ensemble. Pour moi, un des prérequis avant d'aller plus loin, c'est d'obtenir l'adhésion dans vos organisations des dirigeants, plus exactement du CEO, ça c'est si c'est possible et selon la taille de votre entreprise, et en tout cas du CMO. Pourquoi ? Parce qu'il faut les convaincre d'abattre les cloisons entre les services qui œuvrent pour la marque. Ce que je veux dire, c'est que la visibilité d'une marque dans le contexte des IA génératives, comme c'est plus uniquement sur votre site web, ça ne peut plus être l'apanage des SEO et donc dans le marketing digital. C'est quelque part l'affaire de tous dans l'entreprise, ou presque. Il faut ouvrir les cloisons entre les services qui œuvrent pour la marque. En fait, il faut dresser plus exactement les passerelles entre les services de l'entreprise pour mieux synchroniser les prises de parole, pour la diffusion des bons messages autour de votre marque, et organiser une collaboration concrètement entre la direction qui définit la vision, qui donne l'objectif de l'entreprise, les produits, les product owners qui vont travailler sur les caractéristiques, les arguments, la preuve que le produit, votre service, dénoue des situations pour des utilisateurs dans tel ou tel cas. Les services clients, qu'est-ce qu'ils vont faire au centre d'appel ? Eh bien, eux sont assis sur une mine d'or d'informations, sur tout le matériau qui finalement représente les préoccupations de vos clients avec vos services et vos produits lorsqu'ils appellent pour être contents ou pour passer commande ou lorsqu'ils appellent pour se plaindre de votre produit ou de votre service. C'est autant de matériaux qui vont servir aux IA génératives. Le commercial, pareil, information de terrain, la communication qui va définir les valeurs, délivrer les messages clés pour inspirer, qui va opérer la diffusion des messages de la marque via les relations presse, le marketing qui va relayer tous ces contenus sur les supports qui font vendre, et bien sûr les RH à travers les éléments de langage de la marque, ses valeurs pour la marque employeur. Finalement, il s'agit de faire coopérer tous ces gens-là pour avoir un discours, encore une fois, harmonisé et en synchroniser la diffusion. En fait, il faut s'assurer de la cohérence du discours de marque. Et ça passe par une biographie de marque qui est carrée, qui est, encore une fois, pensée ensemble. Et ça va vous paraître simple, mais c'est déjà pour avoir une entité dans Knowledge Graph, être clair et cohérent pour, comme je vous le disais, avoir une identité de marque qui soit limpide. Encore une fois, brand name ou brandname.com ou brandname.inc. Si c'est écrit de plein de façons différentes, ça ne va pas. Donc, il faut que ce soit synchronisé. Il faut avoir une biographie d'entité de marque qui soit carrée. Si je prends l'exemple de WAM, l'agence WAM conseille les entreprises dans la stratégie de visibilité organique. C'est ça mon élément de langage. L'agence WAM est le sujet de l'entité. Conseil, c'est le prédicat, c'est le verbe. Et stratégie de visibilité organique, c'est l'objet. Et c'est comme ça que les choses, l'IA générative comprend les choses. Et ensuite, je décline dans ma biographie mon offre principale. Moi, en tant qu'agence WAM, ma singularité, c'est que j'ai une vision unique du SEO étendue à d'autres expertises pour de meilleurs résultats. SEO technique, développement éditorial, relations presse, présence médias sociaux.
développement IT, IA, fiabilisation de la donnée d'audience, tracking, visualisation, et je fais de l'UX et du CRO. Parce que je pense que tout ça propose de meilleurs résultats. Mais si je ne l'explique pas, l'IA générative ne va pas pouvoir le réexpliquer et s'en inspirer pour l'expliquer aux utilisateurs. Donc tout ça doit être rédigé dans le but de permettre au modèle de langage, Palm 2 pour Google, de mieux comprendre l'entité de marque. Et ça, vous pouvez l'évaluer en utilisant l'API de Natural Language de Google, qui permet d'aller tester, quand vous tapez votre marque, s'il repère les entités nommées couvertes par votre marque et s'il la repère en tant que marque. Et dans ce travail-là, vous devez fournir toutes les preuves de l'autorité de votre marque. Et d'abord sur votre site, comme je le disais à l'instant. Ça passe par la biographie, mais bien plus largement par tout un tas d'indices. Vos qualifications, vos prix, vos certifications. Parler de votre stratégie macro, et ça c'est le mot du dirigeant, porté par le dirigeant. Les témoignages clients, la biographie des auteurs qui prennent la parole sur votre site. Et ça peut être les product owners, les ingénieurs de votre entreprise. Regardez par exemple, si je tape dans ChatGPT, mais dans Bard aussi, qui est David Eichholzer par exemple, et puis pour le coup je ne suis pas du tout connu, eh bien il repère clairement qui je suis, il me propose une réponse, et ce sont exactement les mêmes éléments de langage que je vous ai donnés tout à l'heure, tout simplement parce qu'il s'appuie sur des sources. La première, mon site, l'agence SWAM, et surtout aussi l'externe, comme je vous le disais tout à l'heure, et en l'occurrence les médias, qui font autorité pour son knowledge graph. Les Échos, par exemple. Je vous ai remis ma biographie, par exemple, sur les Échos, puisque je prends la parole de temps en temps sur les Échos. Et vous pouvez semer d'autres indices, des études de cas, des articles publiés, des mentions dans les médias, comme je viens de le faire, etc., etc. Et tout ça, vous devez aller le répéter à l'externe, le diffuser à l'externe, partout où votre marque est présente, partout où on parle de votre marque, sur vos profils de réseaux sociaux, sur les profils d'annuaires d'entreprises pertinents, sur les sites industriels, économiques pertinents. Par exemple, les Échos en France, comme je viens de le montrer en ce qui me concerne, aux États-Unis, c'est Forbes. Un profil d'entreprise Google dans My Business. Wikipédia, Wikidata. Et donc, ça veut dire contribuer directement à Wikipédia. Et les articles de relations presse précédemment publiés. En fait, plus il y a de contributions à l'externe, plus Google est convaincu que ses connaissances sur l'entité de votre marque sont crédibles. Et donc, plus il estime que vous êtes autoritaire, tout simplement. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux entités, comme une marque et un sujet, sont fréquemment cités ensemble sur votre site et à l'externe par plusieurs sources qui font autorité, eh bien, ça renforce la connexion ici de Google Bard, mais aussi de ChatGPT, que ces deux entités dans le graphe de connaissances sont liées. Bien sûr, votre site doit être la source la plus autoritaire sur votre entité de marque. C'est évident, on commence d'abord par ça. Et donc, en 1.4, pour moi, un travail indispensable, et pour appuyer ce travail de reconnaissance de votre entité dans le Knowledge Graph, consiste à baliser vos contenus avec les données structurées du schéma.org. Sur la façon de faire, techniquement, c'est le JSON. On n'est pas obligé de retenir l'aspect technique. Pour ceux qui ne sont pas techniques, ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui est important, c'est qu'il faut mâcher le travail à Google qui n'est pas encore très bon dans la compréhension du contenu. Il faut lui dire, par exemple, sur une page d'accueil, moi, je suis l'entreprise Fuel Market, et si on le traduit par le biais d'une donnée structurée schéma.org, ça s'appelle Organization. Et je donne le nom Fuel Market, et puis ensuite fuelmarket.fr, et puis je donne le logo, etc., etc. Et finalement, ça, il faut le répéter sur tous les contenus de votre site, partout, sur le blog, sur le podcast. Par exemple, l'agence WAM a un podcast qui s'appelle le WAMcast. On l'a fait en interne, et puis c'est reconnu comme une entité nommée. Vous tapez le WAMcast dans Google, il le voit comme une entité nommée dans son Knowledge Graph Google. Voilà. Et ça, vous pouvez relier votre marque aux entités nommées couvertes par vos contenus en utilisant des applications externes. Ici, c'est TextRazor. Il existe aussi Calicube. Il en existe d'autres. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'une
une API puisse détecter les entités nommées qui sont naturellement présentes dans vos contenus lorsque vous les rédigez, de les repérer et ensuite d'aller les baliser avec des données structurées pour dire à Google, ce contenu-là, c'est une recette. Ici, là, c'est les ingrédients de la recette. Ici, c'est le nombre de personnes. Ici, c'est le temps de cuisson, etc. Et là, vous lui donnez autant d'indices pour qu'il comprenne mieux le contexte dans lequel vous avez rédigé ces contenus, dans mon exemple, les recettes. Donc, il faudra identifier, baliser vos contenus avec tous ces éléments. La deuxième piste, c'est d'enrichir tous les actifs externes de votre marque. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je souhaite insister sur 2 points. Le premier, c'est les actifs externes, il faudra les enrichir au niveau local. C'est éminemment important dans le search d'aujourd'hui, parce que qu'il soit sur le search classique ou dans les IA génératives, vous êtes systématiquement localisé, systématiquement, parce que vous êtes logué. Et c'est d'ailleurs ce qui renforce la pertinence de la réponse de ces IA génératives. Donc, il faut que vous enrichissiez, vous contribuez à tous les contenus, les avis, les contenus que vous pouvez maîtriser, c'est sur Google My Business, obtenir des mentions, des citations dans les médias locaux, obtenir des tribunes ou des prises de parole via des contenus sur des sites locaux incontournables, et bien sûr, proposer une déclinaison du contenu de votre site, notamment dans la partie à propos dont je parlais tout à l'heure, mais sur des aspects locaux si votre marque œuvre localement. C'est indispensable. Et puis l'autre point sur l'enrichissement des actifs marketing dont je parlais, externes de votre marque, c'est ceux qui concernent votre réputation. C'est les plus difficiles à travailler. Évidemment, parce que vous ne les maîtrisez pas totalement. La manière dont vous pouvez le maîtriser, c'est d'être irréprochable sur le service que vous proposez et sur les produits que vous vendez. Et c'est le plus dur. Ça veut dire concrètement participer aux discussions dans les forums, commenter les avis sur tout ce qui se dit sur vous, et également diffuser du contenu sur les médias sociaux et participer à ces discussions. C'est d'autant plus important, et je mets toutes les plateformes que vous connaissez juste en dessous, que en réalité, ce qui va nourrir les modèles de langage, et j'ai pris ici comme exemple Bard, eh bien, c'est toute cette deuxième partie. C'est essentiellement là que Google, en tout cas avec Palm 2, va prendre en fait racine, tout ce qui va nourrir le modèle de langage. Finalement, c'est 50% de ce Palm 2, finalement, est nourri par des discussions de forum. Petit bug de David, mais il va revenir. C'était à prévoir, il n'y a pas de problème. J'espère que ça vous passionne, ça vous intéresse. Il y a toujours en sondage, alors je vais vous lancer un nouveau sondage en fait. On vous demande, tout à l'heure c'est passé un peu inaperçu. Donc je vais vous demander si la visibilité naturelle, est-ce qu'elle est chez vous traitée juste par le SEO, ou est-ce que c'est traité de manière transversale également par toutes les équipes? Allez, c'est parti. Hop. David est de retour, live on. Hop. Voilà. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu m'entends, David? Parfait, je t'accepte. Tu es de retour. Oui, tout est OK. Voilà, tout va bien. Voilà, ce que j'expliquais, c'est que 50% de Palm 2 qui alimente Google Bard est constitué de discussions forums aux États-Unis. 12% Wikipédia. Et près de 15%, c'est la base de données C4, en haut à droite. Et C4, elle est composée essentiellement de médias. Aux États-Unis, c'est Forbes, c'est New York Times, Washington Post, Financial Times. Ça veut donc dire que tout ce qui se dit sur votre marque à l'extérieur de votre site est encore beaucoup plus important que ce qui se dit sur votre site. Quand bien même, ce qui doit être maîtrisé en premier lieu, c'est votre site. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et ça vous donne un indice sur la nécessité de coordonner le travail de création de contenu entre tous les services de l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure.
La troisième piste sur les 4 que je vous donne aujourd'hui, c'est de travailler spécifiquement la qualité des contenus de votre marque, la qualité de tous les contenus qui sont proposés par votre marque et diffusés. Et l'EEAT, le concept de Google qui permet de valider la qualité, vous ne pouvez pas, en tant que marketeur, en tant que dirigeant d'entreprise, la contourner. Moi, je trouve que c'est un concept génial qui a permis à Google de déplafonner la qualité de ses résultats de recherche. Ça n'est pas un algorithme, c'est un concept qui, justement, fait travailler son algorithme ou tous ses algorithmes dans une direction, celle, finalement, de la qualité des contenus de la marque. Je vais être un petit peu plus concret. Lorsque Google va essayer d'évaluer et chercher des signaux, que ces algorithmes vont chercher des signaux pour mesurer la qualité de vos contenus, eh bien, elle va se pencher sur l'expérience qui ressort de vos contenus avec les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Concrètement, si je vends, par exemple, des téléphones, eh bien, tout simplement, il va falloir que j'explique dans mes contenus comment ce téléphone, dans telle ou telle situation, eh bien, dénoue des problématiques pour vous. Voilà, tout simplement. Mais ça passe aussi par le fait que l'auteur est identifié et réputé, que l'auteur est qualifié pour prendre la parole. Et peut-être qu'il faut passer là aussi par des collaborations avec des personnes reconnues dans un domaine et bien sûr qui reflètent vos valeurs. Parce que ce seront autant de signaux supplémentaires qui feront la différence avec les concurrents. Et bien sûr, l'expertise, c'est à travers la qualité des contenus et votre maîtrise du sujet. Ça, c'est incontournable. Ça veut dire qu'il faut sortir l'expertise de l'entreprise par le truchement des contenus. L'autorité, et ça, je pense que c'est incontournable et vous l'avez compris, spécifiquement, il faut la travailler à travers les mentions dans les médias. Où Google où prennent racine finalement les signaux d'autorité de Google. Je vous le disais, aux États-Unis, c'est Forbes. En France, c'est par exemple les Échos. Et donc, si votre marque n'est pas présente dans ces écosystèmes, ça ne marche pas. Si vous êtes présent sur le blog de Tartampion, ça n'est pas suffisant. Si vous êtes présent sur... donc, si vous achetez des liens sur un site qui n'est pas reconnu, quand bien même il n'est pas trop mal positionné, ça ne sera pas suffisant. Il faut être aux endroits, au point névralgique en réalité. Et ça passe aussi par être présent sur des sites qui, dans votre écosystème, dans votre thématique, à travers des prix, des reconnaissances, même du sponsoring, parlent de vous. Voilà, le lien n'est plus suffisant, le lien est devenu presque secondaire, il est encore important, bien sûr, mais il n'est plus suffisant. Il faut en plus obtenir la mention aux bons endroits parce que c'est eux qui font, depuis les médias, autorité. La fiabilité, j'en ai parlé, c'est tout ce qui se dit sur vous. Et ça se passe à travers les avis, le forum, les pages à propos, et puis plus largement toute votre image de marque. Donc il faut faire un travail conscient de diffusion de contenu, avec tous ces éléments en tête, en se posant les bonnes questions, pour que derrière les signaux soient cochés et que vous ayez une marque qui soit vue comme une marque singulière qualitativement. Et si je vous ai donné tous ces éléments-là, c'est parce que dans mon exemple d'introduction, fuelmarket.fr domine aujourd'hui ses résultats de recherche dans son domaine, fuel, prix du fuel, livraison fuel, etc. Tout simplement parce qu'ils ont travaillé l'ensemble de ces éléments EEAT jusqu'à Wikipédia, jusqu'au Knowledge Graph, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on interroge les IA génératives, ils sont également présents. Voilà, c'est parce qu'il y a eu un travail de fourmi qui a été fait sur l'ensemble de ces éléments-là. Et puis j'arrive à la dernière piste, qui pour moi est la plus prometteuse dans les mois à venir, à mesure que les IA génératives vont s'immiscer dans nos comportements de recherche, qui pour l'heure ne sont pas encore bousculés, comme on le disait tout à l'heure, à travers les parts de marché de Google, qui sont encore énormes, mais qui, dans les 3 ans à venir, à n'en pas douter, vont évoluer. C'est certain. Et le truchement va probablement être de plus en plus justement le fait d'un BARD ou d'un SGE plutôt que des résultats classiques.
Et pour moi, il faut commencer à anticiper quelque chose, c'est les conversations avec les utilisateurs de votre marque. Ça veut dire qu'on ne fait plus d'études mots-clés, mais on va plutôt s'intéresser aux intentions qui sont couvertes par ces mots-clés. Et même mieux, je pense qu'il faut aller jusqu'à designer les conversations. Et si je reviens à l'organisation de l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'ouvrir les cloisons entre les services, c'était pas neutre, parce que pour moi, un centre d'appel, un service commercial, des commerciaux, c'est eux qui ont toute la matière entre les mains. Un centre d'appel, c'est lui qui a dans son quotidien les appels des clients, des gens qui sont contents, des gens qui sont mécontents. Toutes les conversations sont compilées dans des bases de données. Vous avez toutes les questions, vous avez toutes les réponses. 90-95% de la matière est présente. Ça veut dire que vous pouvez anticiper, puisqu'elle est disponible quelque part, cette matière, vous pouvez anticiper les conversations et les rendre disponibles sur votre site et à travers les différents éléments externes que nous avons vus. C'est ça le travail de demain, et c'est ça, et ça rend le travail, je trouve, du SEO de plus en plus intéressant. Mais encore une fois, c'est plus un travail qui va être fait seul dans son coin sur le site, c'est un travail qui va être éminemment collaboratif avec tous les services de l'entreprise. Donc, je vous ai donné une petite démarche pour commencer à tester pour votre marque si finalement vous êtes déjà présent et reconnu dans ces IA génératives. Alors pour SGE, mais aussi Bard. Alors dans SGE qui est disponible dans 120 pays, il faut aujourd'hui encore utiliser des VPN parce que ça n'est pas disponible en Europe. Donc il faut simuler une position par exemple aux États-Unis, c'est ce qu'on fait chez WAM, et on va s'amuser, si je puis dire, avec SGE. On pose des questions en anglais et puis on regarde ce que ça donne dans notre domaine d'activité équivalent aux US, et on regarde comment se comporte l'IA générative. Mais vous pouvez d'ores et déjà tester votre marque et regarder si vous dominez le panel de connaissances de Google, tout simplement. Regardez aussi les fonctionnalités riches des SERP de Google. Est-ce que, comme je le montrais tout à l'heure, dans votre domaine d'activité, comment elles ressortent ? Est-ce que les résultats Bard sont pertinents dans votre industrie? Et SGE, encore une fois, si vous y avez accès, pardon. Est-ce que il y a une présence, est-ce que votre entité de marque est reconnue par Google avec différents indices, comme je vous le montrais tout à l'heure pour le Few Market? Et est-ce que les entités de vos concurrents sont reconnues? Et s'il y a des manques, vous devez engager ce travail d'optimisation. En définitive, les surfaces proposées, par exemple, dans l'écosystème par Bard et SGE, sont l'apanage, encore une fois, des marques fiables, et l'importance des entités ne fera que croître, et c'est maintenant qu'il faut intervenir. Et c'est ce que je vous montrais à droite. Quand vous posez une question à SGE, ce sont les marques qui ressortent en premier, et c'est là-dessus que prend appui l'IA générative. Et c'est pareil pour Bing GPT. À la nuance près qu'officiellement, ChatGPT n'utilise pas le knowledge graph, probablement quelque chose d'équivalent, peut-être Freebase, Wikipédia, mais en tout cas pas le Google Knowledge Graph qui a son propre écosystème. Mais vous voyez que si je pose la question à ChatGPT pour quel est le prix du fuel, ça fonctionne parfaitement bien pour Fuel Market que j'ai pris en exemple. Si on revient à Google, et je laisserai le mot de la fin à Sundar Pichai. Je trouve assez intéressant ce que dit Sundar Pichai, c'est ce qu'il a dit à la présentation des résultats de Google, des résultats financiers dans le Q3 Google. En fait, il disait les projets pour le nouveau moteur de recherche qui démontrent les ambitions de Google de réinventer l'expérience de recherche, sont encore à leur début, sans calendrier clair quant au lancement de la nouvelle technologie de recherche. Mais bien avant que le moteur de recherche puisse être reconstruit, il y a un projet qui s'appelle Magie qui va commencer à ajouter des fonctionnalités au moteur de recherche existant. C'est selon les documents internes auxquels on a pu avoir accès qu'on s'en est rendu compte. Google emploie déjà 160 personnes à temps plein dans ce domaine. Le système que Google est en train de préparer à travers Gemini, qui va être le remplacement du modèle de langage Palm 2, il sera multimodal. Et a priori, va apprendre
au fur et à mesure des conversations, au fur et à mesure de ce que l'on va rechercher. Et il va nourrir la réponse de vidéos, de podcasts, d'extraits, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des avis clients, des vidéos, etc. Donc, tous ces objets, tout ce matériau, tous ces actifs marketing vont devoir être préparés pour nourrir la relation conversationnelle entre l'utilisateur et la marque. Sundar Pichai dit « Nous nous engageons dans un écosystème plus large et continuerons à donner la priorité aux approches qui envoient du trafic précieux et soutiennent un web ouvert et sain. » Pour le blabla corporate, on le met de côté, mais Google, et moi j'en suis convaincu, ne pourra pas casser son modèle. Son modèle repose sur la publicité. S'il n'envoie pas du trafic, et ce trafic est d'abord organique, et ensuite Google précise que 2% de son trafic, uniquement 2% de son trafic repose sur les clics publicitaires, donc payants, finalement, il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assise et sur ce qui a fait son succès. Donc Google va devoir continuer à envoyer du trafic organique, et c'est pour ça que je vous montrais les sources d'SGE. Oui, il y aura moins de trafic a priori, parce qu'une partie de la réponse est déjà disponible dans l'IA générative. Mais en réalité, ce trafic, à mon avis, ce gros du trafic que vous aviez aujourd'hui, il n'y a qu'une partie qui était transformable, il n'y a qu'une partie que vous arriviez à convertir. La promesse de Google, à mon avis, va plus loin, c'est moins de trafic, mais un trafic qui va convertir. Et je pense qu'il faut s'habituer à ça. L'époque où une première position dans une SERP Google classique amenait 30% des clics est révolue. D'ailleurs, est-ce que c'était réellement souhaitable puisque vous convertissiez qu'une seule partie? Je ne sais pas. En tout cas, la promesse de Google, c'est d'amener un trafic et du search conversationnel, d'amener un trafic plus clair et qui convertit plus tôt. C'est ce que je vous montrais dans la simulation d'introduction, c'est qu'en réalité, on va engager une conversation et à partir du moment où la conversation mène à la conversion, logiquement et naturellement, elle s'enclenche. C'est ça la suite. Les publicités continueront de jouer un rôle important, nous dit Sundar Pichai, dans cette nouvelle expérience de recherche, et beaucoup de ces nouvelles requêtes sont intrinsèquement de nature commerciale. Donc, il n'y a pas de raison que ça change le jeu. D'un côté, les utilisateurs qui ont une problématique et de l'autre côté, une marque qui détient la réponse. Simplement, le truchement se fait par le biais d'une IA générative dans un temps qui est raccourci dans le parcours de recherche. Et n'oublions pas que, et c'est la grosse partie bleue, 75% des revenus de Google, même pas 75% d'ailleurs, l'essentiel, et ça représente 75 milliards au Q2 2023, provient de la publicité. Donc Google va continuer à envoyer du trafic vers les marques, soyez-en certains. Voilà, il faut avoir confiance en l'avenir. Je ne détiens pas toutes les clés, je ne suis pas devin. Bien sûr, il y a des craintes, comme vous, je les ai aussi. Mais voilà, c'est important de garder à l'esprit que Google va continuer à envoyer du trafic vers les marques. Merci de votre attention. Merci à toi, du coup. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes de t'avoir écouté et d'avoir réagi, parce qu'elles ont beaucoup réagi. Et il y a des réactions dans tous les sens, c'est un truc de bien sûr, c'est normal. Et on vit une période extrêmement riche qui va très vite. Les marketeurs, et que je suis, se posent énormément de questions. Il ne s'agit pas de se voiler la face, d'être naïf et de tout voir en rose. Il s'agit quand même de regarder loin, mais aussi de se rassurer et de se dire que Google ne peut pas tout changer non plus du jour au lendemain. Et encore une fois, je pense, et ça n'engage que moi, que l'IA générative va s'immiscer peu à peu dans le parcours de recherche. Et je pense dans les 3 ans, mais pas du jour au lendemain. Je peux avoir tort, on verra. Mais comme je le dis, j'aime bien cette analogie, les voitures sont capables aujourd'hui, comme des Tesla, de rouler toutes seules. Pour autant, bien qu'elles soient capables, est-ce que pour autant vous lâchez le volant et vous lisez le journal ? Je ne suis pas certain. Il faut un temps d'adaptation et ça s'appelle la résistance au changement, et les humains sont extrêmement forts pour ça. Et je pense que dans le domaine du search, c'est plutôt souhaitable que tout ça prenne un peu de temps. Il y avait des remarques dans ce sens, mais on va les prendre une à une et dans l'ordre.
Très bien. Juste avant, je voulais rappeler que oui, le support va vous être envoyé. Oui, vous aurez accès au replay. Dès que ce webinaire sera fini, vous recevrez un mail de Webikio avec un clic qui vous amènera, un lien qui vous amènera vers le replay. Et puis, de toute façon, on vous l'enverra, quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. N'ayez crainte. Donc, concernant les questions, je vais essayer de les resituer parce que des fois, c'est dit de manière très succincte. Il y avait Aurel B qui a beaucoup contribué et je l'en remercie. Alors, c'était une question qui est tombée pendant la diffusion de la vidéo qui simulait la conversation. Oui. Et qui demande, et donc tu expliquais les différents contenus et autres, et qui demande, en fait, il n'y a même plus besoin de faire de benchmark par la suite, finalement, mais je pense qu'elle est un peu erronée dans sa réponse, en fait. En amont des réponses qui peuvent être faites, elle demandait est-ce qu'il y a un benchmark utile à faire ou pas pour ta marque dans le cadre de la conversation. Si j'exprime mal la question, Aurel, n'hésitez Oui, pas à encore une reformuler. fois, l'idée, c'est de simuler des conversations avec Bard dès aujourd'hui pour votre marque, avec GPT embarqué dans Bing aussi, que, encore une fois, je trouve extrêmement intéressant et à ce stade, beaucoup plus intéressant que Google, sincèrement. Ça m'a réconcilié avec Bing. Et l'idée, c'est ça, c'est de complètement de benchmarker. C'est complètement, si je comprends bien la question, c'est de faire des tests. Voilà, comme je l'ai fait pour nos amis de Fuel Market, c'est de dire, si je veux les prix du fuel, si je veux un distributeur, un fournisseur de fuel, quelqu'un qui peut me livrer chez moi, poser la question et voir ce qui ressort. Est-ce que tu peux me montrer des marques? Moi, je le fais souvent aussi, quelles sont les meilleures agences SEO. Et je suis ravi de voir que dans la région lyonnaise, on est cité. Des fois, on l'est, des fois, on ne l'est pas. Mais c'est tous ces tests-là qu'il faut faire, effectivement. Exactement. Tout à fait. Aurel qui nous demandait aussi si c'était la mort des comparateurs de prix. Mais ça, c'est une excellente question. Je suis pas devin, mais vous avez raison. Ça va aller très très vite. Alors Google s'appuie quand même encore, ou plus exactement, je dis Google, mais c'est pas juste. Les modèles de langage, Palm 2, Gemini demain pour Google, et puis il y a celui de ChatGPT, et puis il y a ceux des autres, puisqu'il y a aussi Claude 2 d'Anthropic. Voilà, il y a Llama pour Meta, etc. Ils prennent quand même encore appui sur tous ces contenus. Hein. Rappelez-vous, les sites, les médias, les discussions de forums nourrissent les IA génératifs, les comparateurs aussi. Mais il est vrai que là où il y a un jeu pervers, et c'est ce qui est reproché par les médias à ces IA génératifs, si vous voulez, c'est qu'en fait, elles se nourrissent des contenus des médias et puis derrière, elles coupent l'herbe sous le pied aux médias en répondant à la question. C'est un peu pareil avec les comparateurs. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous voyez, pour nourrir la conversation tout à l'heure, Bard est allé chercher les avis dans Fuel Market, il est allé chercher une vidéo dans Fuel Market, il est allé chercher les actifs marketing qui sont disponibles quelque part. Donc non, c'est pas la mort parce que cet actif doit être disponible. Par contre, oui, on va plus avoir besoin de passer par le site. Ouais. Mais les actifs, eux, qui se trouvent sur le site, doivent être disponibles quelque part. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Okay. Ensuite, des remarques plus philosophiques d'Axel et de Franck qui se rejoignent, qui justement, ça fait écho avec ton exemple de la Tesla à la fin. Où est le libre arbitre là-dessus? Où est le contrôle de l'humain? Finalement, est-ce que, je lis la question d'Axel, est-ce que le fait d'être sans arrêt orienté vers une ou deux solutions n'enlèvera pas le libre arbitre et la liberté de choix qu'on a sur Google? Que des personnes de mauvaises intentions nous dirigent vers des sites suspects sans vérification préalable? Mais moi, je suis complètement d'accord avec cette remarque-là, et c'est pour ça que je vous parlais de résistance humaine pour clôturer cette intervention. Complètement d'accord avec cette remarque. C'est qu'en réalité, pendant 20 ans, et depuis 20 ans, on tape la requête qui nous va bien, on obtient une liste de résultats, et en effet, on a un libre arbitre, on effectue un choix parmi une présélection faite par un moteur, Bing, Google, et ça nous va bien comme ça. Et puis là, comme on l'a vu dans la simulation, waouh, ça va super vite, ça raccourcit le parcours de recherche à tel point que ça peut bousculer. Quelque part, je peux passer ma commande extrêmement rapidement,
mais d'un autre côté, on ne sait pas comment le modèle de langage a effectué ses choix. Alors, sur celui de Google, j'ai quand même essayé de présenter le fait qu'il y a EEAT, mais malgré tout le bien que je pense de ce concept, ce qui est brillant, et de celui du Knowledge Graph, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que là-dedans, il n'y a pas des interférences? Tout à fait. Parce que quelque part, au fond, par tout mon travail de diffusion de contenu, j'oriente quand même les réponses. Carrément. Donc oui, tout va plus vite et c'est un peu vertigineux. C'est pour ça que je pense que le succès des IA génératives va éminemment dépendre du changement, de la vitesse à laquelle les comportements vont changer. Tout à fait. Et je pense que ce ne sera pas si rapide que ça, mais ça n'engage que moi. Ça ne va pas mettre 10 ans comme l'informatique ou Internet au moment où c'est arrivé. Ou comme le search L'informatique, c'était 10 ans. Internet, c'était un peu plus rapide. Ouais. Les IA génératifs, ça va être encore plus rapide. Ouais. Mais 3-5 ans, probablement. Et dans certains domaines, ça va être beaucoup plus rapide. Mais oui, il y a un vrai changement philosophique. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je ne suis pas certain que dans tous les domaines, ça aille aussi. Moi, je nuancerais en disant que c'est déjà un peu le cas dans les résultats de recherche aujourd'hui où vous êtes orienté. Quand vous cliquez sur la première position, on vous soumet un site. Naturellement, vous cliquez sur la première position dans le cas où il y a encore une première position et que c'est une physionomie à l'ancienne. Vous êtes orienté déjà. Donc, c'est très bien d'avoir cette réflexion et de toujours garder en tête qu'il faut être maître de la conversation avec l'IA. Il n'y a aucun problème. Mais dans ce qu'on vous propose, il y a déjà une orientation qui est faite dès aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc Isabelle qui pose la même question. Guillaume qui demandait comment les contenus sponsorisés vont s'intégrer dans SGE. J'imagine que Google ne va pas se priver de cette source de revenus. T'en parlais à la fin, finalement. Oui, parce que vous avez raison. Et la source de revenus, c'est... pourquoi on va ramener le débat à ce qui s'est passé depuis un an. En fait, ChatGPT, vous savez ce que ça veut dire? Générative, pré-entraînée, Transformers. On va dire ça comme ça en le francisant. C'est très ironique. ChatGPT, c'est OpenAI, une entreprise privée qui a créé son IA génératif basé sur la technologie des Transformers. Vous savez qui l'a créé? C'est Google. Dès 2017. En fait, qu'est-ce qui a déplafonné la qualité des résultats de recherche dans Google? C'est la compréhension des contenus par justement la technologie des Transformers qui a été matérialisée par l'algorithme BERT. Et en fait, c'est très drôle parce que Google a été l'initiateur, il l'a partagé en open source. Et finalement, OpenAI s'en est servi et a lancé un service que Google n'était pas prêt encore à lancer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne, un moteur de recherche qui satisfait tout le monde, puisqu'il a 90% de part de marché. Je n'ouvre pas la parenthèse du procès, c'est un autre sujet. Mais voilà. Et en fait, c'est ça le fondement. Et en réalité, j'ai oublié maintenant la question. Quel est le sort au contenu sponsorisé dans les vidéos? Oui, et en fait, pourquoi? Parce que dans ce monde-là, dans cet écosystème-là qu'a créé Google, tout fonctionnait bien et 90% ou 80% de ses revenus viennent, et vous avez vu, juste pour Q2, 75 milliards de dollars, c'est monstrueux. Bien sûr. Donc, il n'avait aucun intérêt à lancer des IA génératives. OpenAI le fait, et là, Google doit vite créer quelque chose. Alors, il crée SGE. Alors, en réalité, vous avez compris que derrière, ils n'étaient pas mauvais, mais ils n'avaient pas sorti leur truc. Et là, ils sont poussés à la faute. Ouais. Et ça, c'est typique et ça existe dans plein de domaines. Vous vous rappelez, tout le monde se rappelle de cet exemple avec la photo, l'argentique et puis le numérique. C'est Kodak. Kodak a dit, oui, il y a le numérique, mais bon... pour l'instant, on est encore sur l'argentique. Ils ont inventé le numérique, Kodak, en plus. Mais c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'invention des Transformers par Google. Et en fait, ils ont été pris de court, mais ils n'avaient aucun intérêt, et on le comprend, à le sortir. Mais quelqu'un l'a sorti, ça allait très vite. Et voilà. Et évidemment, je ne pense pas que Google subisse le même destin, parce que la configuration n'est pas exactement la même. Ouais. Et Google est réellement puissant, extrêmement puissant.
Voilà. Un autre qui a loupé le coche, c'est Apple, hein, et qui va probablement arriver. Et à mon avis, Apple, s'il s'empare de ce sujet, a probablement les moyens de bousculer Google. Et c'est quelque part, si vous me permettez un peu cette considération personnelle, souhaitable, parce que on aurait des cartes un peu rebattues. On aurait l'écosystème Google, on aurait l'écosystème Microsoft OpenAI, on aurait l'écosystème Meta, l'écosystème Microsoft OpenAI, oui, et puis Apple, et puis Amazon, et avec Anthropic, et Meta avec Llama. Voilà, c'est assez intéressant ce qui est en train de se jouer, et il est possible que ça change. Mais voilà, SGE a une place, les publicités, pardon, ont une place dans SGE. Ils ont déjà commencé leurs tests. J'ai même vu des tests de publicité directement dans les réponses générées par l'IA dans ChatGPT, dans Bing, carrément sur des mots. Alors ça, je trouvais ça très insidieux. Pas sûr que la DGCCRF, accepte, tolère, OK, ouais, voilà. Mais c'est évident que derrière, on n'a pas à douter de la créativité de Google et de Microsoft pour aller placer de la publicité, parce que c'est leur pain. Voilà, tout ça est gratuit parce que c'est financé par la pub. Alors, autre remarque de Richard qui se demandait si j'étais une IA. Comment on renseigne le knowledge graph? Et ça, c'est une vraie bonne question en fait, parce que en fait, on le renseigne par tout ce qu'on fait, mais on n'a pas vraiment la maîtrise du knowledge graph. C'est ce que tu expliquais avec les entités. Oui. Alors, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le premier point de départ, c'est Wikipédia. Il faut être présent dans Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est la partie grand public, la partie visible de l'iceberg du knowledge graph, qui à l'origine, le grand frère s'appelle Freebase, enfin Wikidata Freebase. D'ailleurs, au passage, la personne qui l'a créé s'appelle John Andrea. Et John Andrea, c'est lui qui a créé, qui a initié l'intelligence artificielle chez Google. Et vous savez par qui il a été débauché en 2017? Par Apple. C'est drôle, hein, comme le monde est petit. Et en fait, il faut commencer déjà par Wikipédia. Après, il faut aussi se rappeler que le knowledge graph prend racine également, essentiellement dans les médias, comme je l'expliquais. Je prenais l'exemple des Échos en France. Aux États-Unis, Forbes, c'est à partir de là que le knowledge graph va comprendre en économie, de quoi on parle, ce qui fait l'actualité. Je vous parlais de faits, de personnalités, de lieux, d'événements, etc. Tout ça prend racine d'abord dans les médias, parce parce que les médias sont reconnus comme étant autoritaires. Voilà. Et là, je parle du New York Times, du Washington Post, etc. Et puis, ça peut aller jusqu'à des médias locaux. C'est pour ça que je vous parlais des médias locaux, le Progrès à Lyon, par exemple. Ensuite, il y a Wikipédia, et ensuite, la dernière brique qui, selon moi, n'est pas une garantie, mais en tout cas vient maximiser les chances d'être positionné dans ce knowledge graph, c'est d'utiliser les données structurées et de dire sur une page d'accueil, tiens, avec la balise schéma.org, je suis l'organisation Agent Swarm. Tiens, ceci est mon podcast, donc j'utilise le schéma.org podcast pour dire ce contenu est un podcast, etc. Et après, si je reprends mon exemple, vous savez, l'agent Swarm a un podcast qui s'appelle le WAMcast. Et en fait, quand on tape WAMcast dans Google, on voit que c'est une entité nommée du knowledge graph, parce qu'on a une petite mise en avant. Et en fait, je me suis interrogé sur la façon dont on a fait ça. Et en fait, c'est d'être repris par Apple. En fait, oui, Apple, Ocha, Spotify, Deezer, tout ça. Exactement. On est dans les écosystèmes de podcast qui sont reconnus comme étant autoritaires. On a de la donnée structurée sur la page aussi. Donc, absolument. Données structurées sur le site, iTunes, Spotify, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il s'agit d'optimiser les actifs marketing de la marque sur son site et à l'externe. Tout à fait. Et pour rebondir sur Wikipédia, parce que j'anticipe, parce qu'il y a eu beaucoup de questions aussi sur Wikipédia. Pour être sur Wikipédia, c'est dur. C'est pas donné à tout le monde.
Il faut avoir une présence sur les médias aussi, parce que pour avoir un petit peu travaillé sur le sujet, et toi David également, c'est la première chose qu'ils vous demandent, c'est est-ce qu'on a déjà parlé de vous dans les médias, comme quoi les médias c'est vraiment central pour tout, de manière, il ne faut pas que ce soit un article en disant à faveur, il ne faut pas que ce soit déjà du sponsorisé. Non. Déjà, il faut qu'on parle de vous comme un élément tiers et qu'on ait vraiment un avis objectif. Donc c'est très dur. Et évidemment, pour les petites boutiques, les petits commerces, passer par la presse locale, c'est le meilleur truc à faire. Ça, absolument. C'est mon ancienne vie de consultant RP qui parle. Exactement. Et faites des petits événements avec d'autres. Il y a toujours des petites choses à faire. Ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent. C'est peut-être juste une organisation parfois à faire et sentir le coup. C'est surtout ça l'élément qu'il faut, c'est sentir le coup, avoir le flair, quoi. Exactement. Voilà, ça. Là, ça vient contourner Wikipédia. Si vous n'êtes pas un grand groupe, effectivement, vous avez à Lyon Le Bonbon. Il y en a d'autres, des contenus locaux et ça marche très très bien. Pour revenir juste à Wikipédia, c'est une encyclopédie. Il faut pas détourner sa vocation. D'ailleurs, ils ont largement renforcé leurs règles et merci. Parce que c'est difficile d'y aller, et c'est bien, parce que ça joue son rôle de neutralité et de diffusion du savoir, et il ne doit pas être manipulé. Et tout marketeur que je suis, je respecte ça, et si on y va pour les bonnes raisons, et il faut que ce soit effectivement décrit de façon factuelle, mais pas orientée. Exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Les médias jouent un rôle, y compris les médias locaux. Tu as raison, Elder. Et pour terminer sur le Knowledge Graph, je dirais qu'il faut considérer ça comme un peu un thésaurus. Souvenez-vous vos années de collège et lycée au CDI, où on vous disait allez chercher tel truc avec l'auteur. C'est la même chose, en fait, les entités, c'est les mêmes, les auteurs, les noms de bouquins dans le thésaurus du CDI, c'est la même chose. Le Knowledge Graph fonctionne de la même manière. Ensuite, il y a beaucoup de questions, donc j'en passe, mais on les mettra dans le e-book qu'on vous enverra à la fin. Alors oui, sur la question, quand j'avais posé la question, est-ce que le SEO travaille de manière transversale et si on utilise l'IA, certains disaient que oui, c'était utilisé sur la rédaction commerciale et éditoriale en interne pour gagner du temps, j'imagine. Voilà. Quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'était le format JSON. Donc, on peut peut-être expliquer ce qu'est le JSON. C'est le JavaScript. Oui, en fait, on pourra mettre une ressource, si vous voulez. C'était pas le plus important. Voilà, il y a la manière de baliser votre contenu avec les données structurées. Donc, ce sont des balises sémantiques. Vous pouvez le faire en microdata, vous pouvez le faire en JSON, c'est du JavaScript. Voilà, et la documentation Google est assez précise là-dessus, mais ce n'était pas le message le plus important. Mais vous pouvez retrouver ça dans la partie développeur de Google, l'aide Google développeur. Vous avez toute l'info. Alors, il y a une remarque pertinente. On va voir si elle est pertinente. Ça va être ça l'enjeu. De Simon, qui nous dit « Finalement, le SEO reste le SEO. Vous maîtrisez votre contenu et sa diffusion. Vous maîtrisez votre visibilité avec ou sans l'IA. Minuscule indice, Google Extended. » Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Simplement, complètement. À ceci près que la maîtrise, c'est un grand mot. Vous maîtrisez quand ça se passe sur votre site. Effectivement, c'est le point de départ. Vous maîtrisez un peu moins quand ce qui nourrit essentiellement les modèles de langage, c'est avant tout ce qui se dit de vous à l'externe. C'est ça. Alors, en effet, ma manière de le maîtriser, c'était d'expliquer qu'on doit peut-être revoir l'organisation dans les entreprises et essayer de faire un peu plus de collaboratif entre la direction, entre la communication, le marketing, le commercial, les product owners, tous ceux qui créent la matière, essayer de la synchroniser, l'harmoniser pour mieux la diffuser. C'est pour se donner l'illusion qu'on maîtrise un petit peu mieux, plutôt que d'avoir des cloisons, chacun a son budget, chacun fait son truc dans son coin. Maîtrise, c'est un grand mot. Mais effectivement, ma réponse, et c'est pour ça que je souhaitais le mettre en avant, c'était de dire que ça permet d'aider un petit peu à une sensation de maîtrise.
Mais en fait, en réalité, tout ce qui va se dire sur votre marque dans les discussions, ce sont vos utilisateurs, vos clients qui le disent. Vous pouvez y répondre, mais de là à dire que vous le maîtrisez, vous pouvez le juguler. Voilà. Mais dans le fond, je suis assez d'accord. Je ne vais pas jouer sur les mots. Voilà. Mais le métier se complexifie et c'est bien un des messages principaux. C'est plus uniquement mon site, c'est ce qu'il y a sur mon site et à l'externe. Et du coup, l'externe, il faut s'appuyer sur toute la communication et parfois le digital, c'est un peu à la croisée des deux. Oui, tout à fait. Ça peut même être offline, hein, puisque un livre qui est digitalisé vient appuyer le fait que, par exemple, vous parlez de Wikipédia, si vous avez publié un livre ou une grosse étude qui est reconnue par vos pairs dans votre domaine d'activité, c'est le matériau parfait pour prétendre à une visibilité dans Wikipédia, parce que c'est encyclopédique. Voilà, et c'est ce que recherche ce Wikipédia. Donc, tout à fait. Alors, Richard, tout le monde ne peut pas avoir un article sur Forbes ou le Times, parce que tu citais ces exemples. Non, je rebondis du coup sur ce que je disais. La presse locale, si vous êtes une petite boutique, un petit commerce, vous voulez émerger là-dessus, vous êtes grande ambition, allez-y. La presse locale est friande de petites histoires, de petits commerces et de petites boutiques. Et quand je dis petit, c'est pas péjoratif, c'est pas arrogant, hein, c'est juste une manière de le dire. Voilà. Ouais, tout à fait. J'ai un ami à Lyon qui a un magasin de skate. Qui a fait une exposition, ça fait 30 ans qu'il existe, donc il a fait une exposition de skate, et il y a Le Progrès qui est venu parler de lui, qui a fait une vidéo dans Le Progrès. Il a eu sa visibilité. Si c'est vu par une IA générative, c'est du matériau, c'est un actif marketing qui peut servir en réponse. Et là, on parle d'une boutique qui n'a pas les moyens d'être dans les Échos ou que sais-je. Donc, effectivement, tout le monde peut y avoir accès, quoi, vraiment. Aurel qui nous demandait comment on fait si notre marque a une mauvaise réputation ou une faible autorité. Ça, le chantier est grand dans ce cas-là. Ça, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à l'entreprise qui doit changer les choses. C'est facile à dire, mais j'ai pas d'autre réponse. Si vous avez une mauvaise réputation, il faut changer la réputation. Alors, soit vous changez de nom, vous refaites une santé, soit voilà. Et indépendamment de la boutade, ça peut être une solution en effet. Mais c'est évident qu'il faut avoir une bonne réputation pour être mis en avant. EAT, encore une fois, vous le voyez comme un bouclier. Et je trouve que c'est là où Google a de l'avance par rapport à d'autres modèles de langage. C'est assez brillant ce qu'ils ont fait. C'est un concept qui permet d'orienter tous leurs dizaines d'algorithmes vers un point de convergence qui est une qualité, quoi. Et sous différents prismes, hein, donc l'expérience, l'expertise, la fiabilité et l'autorité. Voilà, et c'est extrêmement bien fait. Et là-dedans, la réputation a un gros poids, c'est clair. On ne peut pas passer à côté. Voilà, donc oui, il faut être bon. Mais vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Je suis en train de rechercher une deuxième voiture en ce moment pour ma fille qui a besoin d'une voiture maintenant, qui a 19 ans. Qu'est-ce que je fais? La première chose que j'ai fait quand j'ai vu un véhicule qui m'intéressait, je suis comme tout le monde, je suis allé voir les avis du garage. Et je suis surtout allé voir la façon dont le garage répondait aux avis négatifs. À partir du moment où il avait déloqué le fait qu'il avait des avis positifs. Vous voyez, comme c'est sournois. Et j'ai trouvé qu'il répondait bien aux avis négatifs. Et je me suis dit, tiens, il fait bien son boulot. Et voilà. Et j'ai pas eu besoin de l'IA, mais demain, l'IA elle va faire ce travail pour moi. Et tout base part de la réputation. Mais c'est comme au restaurant en vacances. Vous allez dans les restaurants où il y a du monde et celui où il n'y a pas de monde, vous vous dites, c'est suspect, j'y vais pas, quoi. Tout à fait. On va s'attarder sur une dernière question. Je pense qu'on va s'arrêter après parce qu'on arrive vers 11h30, c'est tard. Mais on vous remettra toutes les questions et les réponses dans le e-book, j'insiste. C'est Sophie qui demandait, toujours si on est une petite marque, un petit commerce, un peu triste pour les entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget, et elle faisait référence aux dépenses en netlinking. Donc déjà c'est pas anodin si je m'attarde là-dessus, mais parce que moi le netlinking voilà. Mais moi je rebondis sur une chose, c'est t'as pas dit beaucoup le mot lien dans le webinaire, et c'est pas pour rien.
Non, Voilà. non, c'est pas pour rien, tu as raison Elder, parce que je vais reprendre appui comme je l'ai fait durant toute cette présentation aussi sur Google, qui a dit par l'intermédiaire de Gary Illies, qui est l'un des responsables de la qualité au search chez Google et qui œuvre beaucoup avec John Mueller à Zurich, et qui a récemment dit lors du PubCon aux États-Unis la chose suivante: les liens ne sont plus aujourd'hui dans le top 3 des critères qui font un bon positionnement. Ce qui est tout en haut, c'est EEAT. C'est tout ce qui c'est cet aspect qualitatif. Mais il y a aussi un autre point, donc c'est la qualité du contenu en réalité. Et c'est un autre point aussi, c'est la façon dont les utilisateurs, depuis les moteurs de recherche, interagissent avec ce contenu. Est-ce que le contenu est lu? Est-ce qu'il est survolé? Est-ce qu'il est cliqué? Et ça, d'ailleurs, ça a été révélé, confirmé lors du procès Google. Voilà, et en fait, Google nous dit, mais le lien, oui, c'est intéressant encore, parce que nous, ça nous permet d'aller trouver des ressources, puis ça pointe comme des votes, mais c'est plus le sujet. L'autre sujet, c'est, est-ce que vous êtes autoritaire? Est-ce qu'on parle de vous? Et ceux qui parlent de vous, est-ce qu'ils sont autoritaires? Est-ce que ce sont des pairs dans votre domaine? Ce sont vos pairs? Est-ce que c'est eux qui sont autoritaires dans votre domaine? Donc, acheter des liens sur des plateformes dont on ne sait pas, si on ne sait pas où c'est, si on ne sait pas où ça atterrit, pour moi, c'est dépenser de l'argent par les fenêtres. Je ne dis pas que le lien n'est pas important. Hein. Le lien est important, mais pas n'importe quel lien. Et je vais même vous dire qu'en 2023, et avec ce qui nous attend pour la suite, on raisonne déjà en 2024, la mention a encore plus de poids. Vous l'avez compris avec mon discours, puisque c'est le fait d'avoir apposé votre marque avec, à côté, mentionner votre marque à côté de sa spécialité, qui fait que, et dans un média qui fait autorité, qui fait que vous obtenez plus de crédit. Et ce n'est pas le fait d'avoir un lien, c'est un plus. Mais vous pouvez très bien ranker avec une très bonne mention quelques liens, mais pas plus de liens que le voisin. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Et encore une fois, les relations presse ont cette réputation d'être l'apanage des entreprises qui ont de l'argent. Mais je vais vous dire que si vous dépensez 10 000 € en lien chaque année, dites-vous que ces 10 000 € pourraient déjà faire des relations presse. Complètement. Tu vas me contredire. Complètement. Et vous pouvez faire de belles choses avec. Carrément. Voilà. Et on va peut-être finir là-dessus. J'en rajoute une, désolé. Alors, pour une entreprise qui refait son site maintenant, les études mots-clés ne sont-elles plus du tout utiles du tout, compte tenu que notre exemple se situe en 2025. Elle fait référence à la simulation de conversation. Est-ce que c'est encore utile de faire une étude mots-clés? CF, le design conversationnel. Ouais, et c'est une très bonne remarque. Évidemment, on va encore se rassurer aujourd'hui pour aller en glanant toutes les expressions qui sont utilisées. En fait, on va qualifier d'abord les demandes. Et moi, je pense que la première chose qui est à faire, c'est d'interroger, encore une fois, le centre d'appel, s'il y en a un, et les commerciaux et vos clients sur la façon dont ils s'expriment quand ils parlent de vos produits et vos services. Ça, c'est toujours le point de départ. Ensuite, on peut utiliser les outils Google, SEMrush, donc Google pour la partie AdWords, SEMrush pour aller se rassurer sur, encore une fois, la qualification, pour étendre un petit peu la cartographie, pour aller quantifier. Mais pour moi, en 2024, les chiffres, il faut les prendre avec des pincettes. Il faut plutôt les regarder de façon macro pour se dire, bon, vraisemblablement, il y a de l'audience là derrière. OK, très bien, mais pas au pied de la lettre. Surtout que ces chiffres sont remontés par Google avec une certaine opacité et on ne sait pas réellement si c'est ce chiffre-là, si c'est qu'une partie. Il y a des rapprochements à faire avec le singulier pluriel, des notions proches aussi, des synonymes. Donc, les prenez pas au pied de la lettre. Ce qui est intéressant, mais c'est bien d'avoir en repère. Par contre, ce qui est intéressant derrière, c'est d'effectuer des regroupements par intention. Et c'est ça le plus important. Vous pouvez vous rassurer en quantifiant, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle intention ça recouvre, quelle intention ça traduit chez l'utilisateur. Et donc, de quelle manière vous allez, vous, répondre à cette problématique. Voilà, un mot-clé comme prix du fioul, ça veut dire quoi en termes d'intention? C'est quelqu'un qui, a priori, aimerait acheter, mais ce qui va le faire basculer,
c'est le prix. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt chaud. OK, bon, lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse parce qu'il est proche de la conversion. Et effectivement, si je fais l'addition de tous les mots-clés qui sont là-dedans, il y a grosso modo une audience potentielle de temps. OK, pourquoi pas. Mais après, pour aller plus loin, il va falloir se dire, OK, mais comment on arrive, si l'on devait converser, discuter, à quelles questions on doit répondre. Et là, en général, c'est là où on arrive à simuler la discussion, au conversationnel, ça passe par quelques questions clés. Je ne suis pas convaincu qu'il y en ait 15. Et si vous les avez isolées et qu'elles sont présentes sur votre site, que vous y répondez, et qu'en tapant des recherches sur Google, vous êtes présent, ça fonctionne pour vous. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec Fuel Market, qui, soit dans Google, soit dans l'IA générative, est présente, parce qu'aujourd'hui, ils ont un patrimoine éditorial énorme qui répond à toutes les questions. Carrément. Toutes les intentions sont couvertes. Ils sont déjà prêts. Exactement. Bon, on va s'arrêter là-dessus. C'est dernière question et dernière réponse fort pertinente. Merci à tous ceux, les 109 personnes qui sont encore en ligne. Merci beaucoup. On a fait un joli pic à quasi 300, je crois. Donc, c'était parfait. On est content. Merci beaucoup. On est content de vos réactions. Merci. Vous allez tout recevoir par mail. Vous pourrez télécharger le e-book aussi. Et si vous avez des questions, vous pourrez écrire au mail qui aura de renseigner dans le e-book. On répondra à vos questions sans problème. Et on reste en lien s'il y a besoin. Merci tout le monde et bonne journée. Merci à vous. Au revoir.